Donc, il fallait que je crée des projets et que je vive de ça pour exister, en fait, tout simplement. 9 jeunes sur 10 ont des projets mais ne savent pas comment s'y prendre. Je suis Cédric Pelletier, entrepreneur et CEO de WeDo, une start-up qui aide les jeunes à se lancer dans leurs projets. Avec Ose tes projets, je vous propose de partir à la rencontre de porteurs de projets engagés, des jeunes qui ont osé se lancer et qui partagent avec nous leurs expériences. Alors inspirez-vous! Aujourd'hui, je rencontre Théo Chaudet, étudiant et porteur de projet depuis 2 ans maintenant. À 23 ans, il a déjà écrit un livre, lancé une chaîne de podcast et fait beaucoup plus que ça. Il va partager avec nous son expérience en tant que jeune porteur de projet, ses doutes, mais aussi ses réussites qui l'ont amené à entreprendre. Alors bonjour Théo, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien et merci de m'accueillir sur le tout nouveau podcast de WeDo. Merci, on est ravis, écoute, que tu sois notre première rencontre, notre premier invité. Alors pour commencer, je te propose de te présenter, de nous en dire un petit peu plus sur toi. Ok, ouais, du coup, je m'appelle Théo, j'ai 23 ans. Alors, du coup, je suis plus étudiant depuis cette année-là. Je pense après on pourra revenir sur le parcours, mais pour une brève présentation, j'ai fait des études de sociologie, de psychologie, d'économie, de gestion, de communication, et j'ai terminé par du cinéma. Et actuellement, je développe une web série via le dispositif Creartup mis en place par la ville de Paris. Ok, alors disons que tu as fait énormément de parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à faire tous ces parcours différents ? Tout simplement se tromper tout le temps. C'est-à-dire que en sortie d'études, enfin en sortie du lycée, voilà, je me retrouvais un peu comme tous les lycéens qui sont actuellement dans la phase Parcoursup. Je suis en train de penser. Moi à l'époque c'était APB, je savais pas ce que je voulais faire, donc je me suis orienté vers une fac de sociaux. Je me suis dit bon, ça peut passer. C'est pas passé. Ensuite j'ai réessayé avec de la psycho, toujours pas passé. Pour information, j'ai tenu 1 mois et demi en sociaux. 2 semaines en psychologie. Ensuite, j'ai rebifurqué sur l'économie. Là, j'ai fait un record. J'ai tenu 6 mois. Ensuite, j'ai fait de la communication où j'ai tenu 2 ans. Et après, j'ai terminé par du cinéma où j'ai fait 1 an, du coup, ce qui m'a donné mon diplôme. Voilà. Et donc effectivement, un parcours finalement où t'as beaucoup tâtonné, t'as beaucoup essayé de choses. Et puis ce qui est Ouais. super intéressant, c'est qu'à côté, en fait, t'as aussi essayé de lancer des projets. Et ça aussi, ça a été super riche. Est-ce que tu peux nous en Oui, dire en un peu plus fait, là-dessus ? oui, c'est surtout ça en fait qui m'a poussé à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est que en parallèle de toutes mes études, je me suis jamais arrêté de me former, même si j'ai arrêté la formation, on va dire classique, la fac, j'ai jamais arrêté de me former et j'ai toujours développé une passion aussi pour l'audiovisuel. Et donc en parallèle de tout ce que je faisais, je sais que par exemple dans mes études d'économie, c'est là où j'ai fait mon premier court-métrage, quelque chose qui n'avait rien à voir. Et j'ai pas arrêté de me former en fait, et j'ai toujours été curieux, donc via des festivals, des masterclass, des rencontres, des choses comme ça. Je me suis toujours formé en fait en parallèle de mes études et je suis jamais resté passif, on va dire, à rester étudiant derrière les bancs de la fac. En fait, je détestais me voir comme ça et c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté souvent la fac. Donc, il fallait que je crée des projets et que je vive de ça pour exister en fait, tout simplement. Donc t'as vraiment eu une double vie du coup entre les projets et effectivement la fac. Et si je comprends bien, ça a permis en fait l'un nourrit l'autre. Et du coup, au début, tu parlais de te former, en parallèle de la fac, de chercher à t'informer un maximum. Vers quoi tu te dirigeais, vers quoi tu te tournais pour justement pour te former Alors c'est extrêmement dur au départ parce qu'on ne sait pas trop comment ni quoi. Mais et là je vais paraître bête, mais Internet est le meilleur ami malheureusement. Mais franchement, je me suis formé pas mal sur YouTube, notamment via des formations. Et la première formation que j'ai suivie, c'est le montage. Je me suis perfectionné, j'ai appris le montage grâce à YouTube. Et comme quoi, c'est gratuit, tout simplement. Voilà, si vous voulez faire quelque chose, vraiment Internet est votre ami. Et après, je me suis formé en allant vers les gens, et ça a été extrêmement difficile pour moi parce que, et ça mes proches peuvent le confirmer, j'étais extrêmement, je le suis toujours un petit peu, mais beaucoup moins, extrêmement introverti. Et c'est-à-dire que j'étais vraiment mais timide à l'extrême. Je me rappelle dans mes premières années de fac, j'évitais tout contact avec personne physique. Mais et donc en fait de me forcer à aller vers les gens, d'aller les voir et de me dire bon t'es obligé d'aller voir cette personne là pour faire ce que tu veux faire,
et ben ça m'a permis de me pousser et de dépasser mes limites et d'oser dépasser ses frontières en fait. Top. Et alors, je reviens juste sur le montage. Tu disais effectivement les outils. Il y a plein d'outils gratuits qui permettent de se lancer. Est-ce que tu peux peut-être donner quelques exemples comme ça qui pourront aider ceux justement qui ont des idées et qui veulent Ouais, se lancer là-dessus? bah carrément. Alors je sais moi j'ai appris sur deux outils. Donc il y a un outil gratuit, bon bah c'est YouTube forcément. Mais si on veut être plus cadré, et moi je sais que j'aimais bien être plus cadré et avoir une sorte de certification à la fin, je me suis formé sur Udemy, je sais pas trop comment ça se prononce, c'est Udemy je crois. Et bon là c'est pas gratuit, mais ça m'a coûté 15 euros parce qu'il y a des tarifs accessibles aussi et pour les étudiants. Donc 15 euros pour une formation il me semble c'était 45 heures de formation. Franchement, c'est pas du tout excessif et à la fin, il y a une certification comme quoi vous avez acquis vos compétences, enfin ces compétences-là. Et il y a énormément de formations sur cette plateforme. Ça peut être du montage, mais ça peut être aussi pour de la prise de parole, de la communication. Je sais qu'il y a il y a même des études de santé, enfin des choses comme ça, et c'est vachement intéressant. Comme quoi, on peut se former sur tout et n'importe quoi, vraiment, et pour pas cher. D'accord. Et du coup, t'es parti sur du montage et Ouais. donc t'as appris le montage et à partir de là, est-ce que t'as du coup construit sur cette base-là, construit des projets qui se sont appuyés justement sur les vidéos que tu voulais monter ou est-ce que ça t'a amené même vers d'autres projets? Comment ça a évolué? Bah en fait, ça m'a amené vers d'autres projets parce qu'une fois que je savais monter, donc au début c'était des petites vidéos de famille, de vacances, des choses comme ça, je me suis dit bah tu sais monter, donc maintenant tu peux faire un film, c'est bête mais voilà. Et je me suis dit bon ok, on fait comment un film? Et donc là j'ai trouvé les livres, je me suis tourné vers la lecture énormément, donc j'ai lu énormément de bibles, de scénarios, enfin voilà, en fait je me suis énormément documenté par rapport à ça. Je sais que je passais énormément de temps dans Mola à Bordeaux, à la bibliothèque ou des choses comme ça. Mon budget livre, c'était excessif par mois. Et voilà, j'ai pas arrêté de lire et de me former. Et une fois que j'avais toutes ces connaissances, je me suis dit, bon, ben maintenant, tu mets en pratique. Et c'est là où, pendant mes études d'économie, j'ai créé mon premier court-métrage dans le cadre d'un concours du Crous, notamment un concours destiné aux étudiants. Et il faisait un appel à projet. Je me suis dit bon bah pourquoi pas, tu peux te lancer par rapport à ça, ça peut être cool. Et il s'avère que je l'ai fait. Et en plus c'était mon premier film, un premier tout. Et j'ai remporté le premier prix régional à Bordeaux enfin de la région Nouvelle-Aquitaine de ce film-là, qui était un premier film et un premier jet pour moi. Et je me suis dit, enfin ça m'a conforté dans l'idée, ah oui au fait tu peux te permettre de faire ça. Et c'est après d'ailleurs que j'ai arrêté mes études d'économie. Voilà. D'accord. Alors, tu parlais des livres qui t'avaient aidé. Est-ce que tu as quelques exemples qui te reviendront en tête de livres un peu marquants qui ont pu t'aider? Ouais, ouais, alors du coup, ça va être spécifique à ce domaine-là, mais je dirais l'anatomie du scénario de John Truby. Pour le coup, faut s'accrocher pour le lire parce qu'il me semble qu'il fait un peu plus de 600 pages. Mais voilà, ça se lit pas comme un Harry Potter ou un livre de chevet. C'est vraiment se mettre dedans et défiler les pages, voir quelle partie nous intéresse plus ou moins, en lâcher certaines. Voilà, c'est vraiment s'approprier l'outil. Et après, un autre livre, c'est L'art des séries télé, parce que j'adore les séries. L'art des séries télé de Vincent Colonna, qui m'a énormément aidé, notamment sur l'écriture de ma web série. Et après, bah, tout simplement, lire des scénarios, en fait. C'est comme si je vous disais que vous vouliez être peintre, bah, il faut s'exercer à peindre. Ça paraît bête, mais pour vouloir écrire un film, bah, faut s'exercer peut-être à en lire pour devenir. Enfin voilà, je pourrais continuer sur plein d'autres exemples, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc, faut toujours faire ce qu'on veut faire et essayer de s'exercer au mieux. Bon, ce qui est super intéressant, c'est que tu es quand même passé d'une idée de faire un montage à effectivement gagner un prix. Est-ce que tu peux juste nous redire justement, ça peut peut-être intéresser ceux qui ont ces idées de projet finalement, comment est-ce que tu es passé au concret? Donc tu es parti de ton idée et comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à là, jusqu'au fait d'avoir justement gagné cette compétition et puis ensuite ce que tu as pu t'amener derrière? Bah, ça, c'est un sujet qui me passionne, de passer de l'idée au projet. Euh, Parce qu'on a tous des idées, on a tous et tous des idées, et c'est facile d'en avoir. Et c'est facile de se dire, ouais, j'ai une trop bonne idée, c'est trop bien. Mais par contre, ce que je vois et ce que je rencontre dans le monde étudiant et surtout dans les jeunes, c'est ce passage à l'action qui est
hyper tabou et hyper on le met sur un piédestal en fait. On le sacralise tellement qu'on n'ose pas y aller. Et moi-même, le premier, j'étais comme ça. Et c'est tellement dommage de ne pas passer à l'action. Et ce que je pourrais conseiller, et encore une fois, ça va paraître bateau, mais c'est vraiment de juste faire un tout petit pas qui nous mène vers ce passage à l'action. Et une fois qu'on a fait le premier pas, on se dit, ah ok, bah c'est facile. Est-ce que je peux pas en faire un deuxième? Et moi, dans mon cas là, c'était, bon, ok, tu veux faire un film. J'avais écrit mon scénario. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, je vais poster une annonce pour trouver une comédienne. Donc, j'avais reçu plusieurs annonces, j'avais trouvé ma comédienne. Ok, qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, tu vas poster une annonce pour trouver un appartement. Ok, j'ai réussi. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et c'est toutes ces bébés pas, on va dire, qui vont faire que, au final, on est pris dans l'engrenage euh, et notre projet, il se crée sans même qu'on réalise qu'on est en train de le faire. C'est hyper paradoxal. Et c'est à la fin, une fois qu'on l'a réalisé, qu'on se dit, ok, bah en fait c'était facile. Maintenant je vais en faire un autre. Voilà. Et ça paraît hyper bête, mais et là encore c'est un exemple que j'appuie sur un domaine particulier, mais je veux dire ça marche dans tout. Après on pourra revenir par exemple quand j'étais étudiant entrepreneur que j'ai eu le statut et que j'ai voulu monter ma propre entreprise et mon projet qui s'est monté, bah ça a été pareil. C'est en fait c'est des petits pas qui mènent vers une structure et vers le projet. D'accord, donc si je comprends bien, ce que tu dis, c'est ce qui est important c'est de faire petit pas par petit pas, Ouais, d'avancer, et c'est ce qui toi en tout cas t'a permis bah, derrière de rendre concret toutes ces choses-là. c'est Et du ça. coup, donc tu as fait ce film-là, tu as gagné ce prix. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé, c'est que ça m'a tout de suite redonné envie d'en faire plein. Et ce que j'ai fait. Donc j'ai participé à plusieurs compétitions, notamment une compétition de journaliste aussi, donc là totalement différent, mais j'ai fait un reportage qui a remporté un prix aussi. Ensuite, après j'ai fait un autre court-métrage un peu plus long, autoproduit, que j'ai diffusé partout et qui a bien fonctionné. Et ensuite, en fait, je me suis jamais tellement arrêté et je me suis dit, il faut que tu fasses au minimum un court-métrage par an, ce que j'ai fait. Et ce qui m'a amené à là aujourd'hui, par la suite, à un plus gros projet de développer une web série. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé après l'obtention de ce prix, c'est ça m'a donné une certaine assurance et légitimité dans le sens où ok, tu peux continuer. Mais il me fallait ça en fait. C'est bête, hein, mais il me fallait cette chose-là pour me rassurer et me dire ok, c'est bon, tu peux le faire. C'est comme un diplôme, quoi, on va dire. Oui, il te fallait une reconnaissance, en fait, une C'est reconnaissance ça, derrière de pair pour effectivement se dire que tu pouvais le faire. C'est, c'est c'est, ça. c'est top, et effectivement, on y reviendra après sur bah, là où ça t'amène en termes de vidéo. Après, moi, j'ai d'autres choses qui attirent mon attention, c'est que euh, derrière toi, il y a un livre, il y a aussi des podcasts. Oui. Comment t'en es arrivé là, puisque là on est en train de parler de films, de vidéos, qui est déjà un projet sur lequel, bah, comme tu dis, tu t'es dépassé, t'as fait des choses concrètes, mais finalement t'es allé au-delà. Comment est-ce que t'es arrivé justement à aller bah, à toucher à ces différents univers? Alors, je sais pas par où je commence. Si je commence par le podcast, mais je pense que je vais commencer par le podcast parce qu'on est en plein dedans. Mais en gros, le podcast, il faut savoir que je déteste ne rien faire et j'adore créer des projets. Donc, c'est pour ça que je m'éparpille parfois un peu trop. Et le podcast, je l'ai créé pendant le second confinement. C'était à une époque où on blâmait un peu les étudiants parce que voilà, la deuxième vague, c'était peut-être à cause d'eux, parce qu'ils sortaient. Enfin, il y avait un peu quelque chose de négatif autour de ça et j'aimais pas ça et je m'ennuyais énormément, comme la plupart d'entre nous, je pense. Et donc je me suis dit bon bah pourquoi pas, t'écoutes pas mal de podcasts, t'aimes bien ça, pourquoi pas tenter, parce que aussi j'aime beaucoup tenter et expérimenter. Donc comme j'avais le statut d'étudiant entrepreneur et que je développais mon entreprise à l'époque, je me suis dit bah tu vas mettre en avant des étudiants entrepreneurs qui aussi développent leur projet. Ça a commencé comme ça, donc j'ai envoyé des messages un peu comme des bouteilles à la mer à des étudiants entrepreneurs que je ne connaissais absolument pas, mais que leur projet me parlait. Et certains m'ont répondu, la plupart, ils m'ont dit ouais ça a l'air cool, vas-y je participe. Mais moi j'étais personne à l'époque, je venais de créer un podcast, voilà, j'avais zéro idée, voilà, je partais de rien. Et je me suis dit bon bah tu fais deux trois épisodes, puis si tu vois ça marche, tu continues, sinon t'arrêtes. Et puis qui ne tente rien n'a rien. Et au final, bah là, on est en 2021, début janvier, ça s'est jamais arrêté. Je suis à la saison 2. J'ai reçu plus de 50 personnes.
J'ai fait d'une trentaine d'épisodes. J'ai rencontré des personnes que jamais j'aurais pensé rencontrer. J'ai fait des merveilleuses rencontres et voilà, en fait, c'est incroyable ce qui s'est passé. Tout ça parce que j'avais envie de cette volonté de créer, en fait, tout simplement. Ça, c'est pour la partie podcast, du coup. D'accord, écoute, c'est intéressant. Et du coup, ce podcast-là, j'ai envie de dire, j'ai la même question qui pourra aussi éclairer ceux qui nous écoutent. Finalement, tu es parti de cette idée de podcast. Comment tu l'as rendu Ouais. concret? Alors, tu disais, hein, tu as contacté effectivement les quelques entrepreneurs. Après, j'imagine qu'il y a quand même peut-être un aspect un peu technique, un aspect logistique. Voilà. Comment est-ce que t'es parti de l'idée? Et comme tu disais tout à l'heure, hein, qui est finalement souvent le plus complexe, de réussir À à faire ce l'action. premier pas, voilà, pour actionner et que ça devienne quelque chose de concret. Alors, faut savoir que déjà j'avais un avantage, c'est que j'étais doué en montage déjà, donc ça je savais monter, donc c'était pas un problème. Et je sais que le montage ça peut rebuter certaines personnes. Ensuite, la première idée qui m'est venue, c'était de faire un podcast en solo. Donc j'ai tourné plein d'épisodes en fait en avance, tout seul, face à mon micro, des épisodes qui ne sortiront jamais puisque c'était horrible. J'ai détesté faire ça. Et je me suis dit bon bah tu vas faire des épisodes en duo, donc sous forme de conversation comme on fait là actuellement. Et j'ai contacté des gens. Et ça a été hyper dur ce passage-là de se dire est-ce que je suis assez légitime pour moi interroger des personnes enfin, qui suis-je pour interroger ces personnes-là en fait? Qui suis-je pour les interroger? Et ça a été extrêmement difficile mentalement de se dire, ok, je les interroge, mais c'est pour elles en fait, c'est parce que j'aime leur projet et c'est pour les mettre en avant. Parce que moi, mon but, et c'est toujours mon but dans ce podcast-là, c'est de mettre en avant la création et l'entrepreneuriat étudiant. Et, euh, et je sais que c'est compliqué de cette question de légitimité et le syndrome de l'imposteur, bah, il est venu frapper mais à peu près à tous les premiers épisodes et il le fait encore. Et c'est extrêmement compliqué, mais il faut se dire, ok, en fait, on est légitime, tout le monde a le droit de faire ça, on a le droit de faire ça. Et c'est ce qu'il faut se rappeler en fait tout le temps. Je pense que c'est important. D'accord, effectivement, oser, ça reste le Oser. maître mot pour lancer ses projets. Et là, effectivement, deuxième saison de podcast, c'est que ça fonctionne bien. T'as des retours de du coup, de tes auditeurs, de ceux qui écoutent ton podcast? Oui, alors j'en ai pas autant que j'aimerais bien sûr parce que j'y passe énormément de temps et j'y consacre beaucoup de temps. Mais le peu de retours que j'ai, ça me fait énormément plaisir parce que je vois qu'en fait, bah ça intéresse des gens et typiquement, je sais que une petite anecdote marrante, c'est que dans le quatrième épisode, j'ai interrogé une fille qui s'appelle Sarah qui a développé un super projet d'ailleurs et 3 semaines après je reçois un message. C'était à une époque où je voulais un peu arrêter parce que ça marchait pas trop et c'était dans les premiers épisodes, donc je me suis dit bon, bah, je vais peut-être arrêter. Et j'ai reçu un message d'elle qui m'a dit coucou Théo, bah grâce à toi, il y a une personne qui a écouté ton podcast et grâce à toi, j'ai trouvé mon nouveau stagiaire. J'étais là, waouh. Et en fait, juste rien que ce petit message-là, je me suis dit bon, bah c'est un signe pour continuer et si j'ai pu aider une personne, bah franchement, moi c'est bon, mon travail il est fait quoi. Et c'est ça qui me motive en fait, c'est que je reçois des petits messages de temps en temps en mode c'est très bien, j'adore ce que tu fais ou ça m'aide énormément. Ah, je me reconnais dans ce parcours-là parce qu'on a souvent des parcours similaires, on se rend compte. Et voilà, c'est simplement pour aider et pour diffuser et partager l'expérience. C'est sympa. Et j'espère qu'on aura les mêmes retours, effectivement, intéressants sur notre J'espère podcast. aussi. Effectivement, ça doit être, c'est super enrichissant d'avoir ça et ça, bah écoute, c'est tant mieux, hein, ça confirme vraiment l'impact de ton podcast et puis je te souhaite que tu fasses le maximum de saisons Merci. là-dessus. Une question, je pense que peuvent se poser certaines personnes qui seraient intéressées par ce type d'exercice, que ce soit du podcast ou d'exercice d'interview similaire, c'est que j'imagine tu as dû te poser, c'est finalement la première fois que tu as cherché, les premières personnes que tu as cherché peut-être à interviewer. J'imagine qu'après, il y a une routine qui se fait, mais finalement, est-ce que voilà, comment tu as abordé ça? Est-ce que tu as eu des doutes? Voilà, comment est-ce que tu as amorcé? Ouais, j'ai eu des doutes, ça c'est sûr. J'ai fait beaucoup de veille sur LinkedIn, où j'ai cherché des étudiants entrepreneurs. J'avais un tout petit réseau à l'époque et j'ai essayé de chercher un peu les projets qui passaient dans mon fil d'actualité où je cherchais des personnes. Et dès que quelque chose m'intéressait, bah, je me dis, ok, ça t'intéresse, t'envoies un message et tu vois si la personne te répond. Et allez, 90% du temps, la personne me répondait positivement. Donc au final, ça m'a rassuré et après j'arrêtais pas d'envoyer des messages, des messages, des messages et voilà. Mais c'est ce premier message-là
Je me rappelle que c'était avec Benjamin le premier épisode et ça a été hyper dur de l'envoyer parce que je me suis dit mais ça se trouve il va te mettre un vent, ça se trouve il va pas te répondre, mais pourquoi tu veux envoyer ça à lui? Et une fois qu'on a foncé dans cette peur, parce qu'il y a cette peur et je pense que et je le dis toujours, foncez dans vos peurs. Et ben on est rassuré et ça devient de plus en plus facile en fait. Comme quand on fait quelque chose pour la première fois, on a peur, et ben après on a moins peur parce que on s'habitue à le faire. Voilà. Donc il faut se lancer, il faut se lancer, il Ouais, faut sauter. Et je sais que dans les échanges qu'on peut aussi nous avoir avec les jeunes qui lancent leur projet, on a aussi le fait de se dire finalement qu'est-ce qui peut m'arriver de pire. De se rien. poser la question qu'est-ce qui peut m'arriver de pire, et c'est voilà, et regarder ce qui peut arriver de pire. Et généralement dans ces cas-là, on s'aperçoit que c'est pas grand-chose. C'est Non. pas grand-chose comparé à ce qu'on peut avoir. Euh, alors je voulais aussi enchaîner avec donc on a parlé du montage vidéo, des podcasts. Effectivement, il y a un lien avec le montage, mais si on creuse, on Ouais. découvre un livre. Alors Oui. là, effectivement, c'est assez surprenant parce que c'est encore un nouveau projet. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'en es arrivé là, et puis qu'est-ce que c'est que ce livre? Bah, c'est marrant parce que ça aussi c'est sorti de nulle part, on va dire. Mais bon, faut savoir que j'ai toujours adoré écrire. Ça sort pas de ça je l'ai pas inventé, hein. Mais j'ai toujours adoré écrire. Et au milieu de la saison 1 du podcast, il y a beaucoup de comment discussions que j'avais avec mes invités qui m'inspiraient. Et j'écrivais souvent après coup, j'écrivais dans mes notes euh, des petites réflexions sur des sujets. Par exemple, pourquoi on passe tant de temps à procrastiner, qu'est-ce que la flemme, pourquoi on a peur de se lancer. Enfin voilà, j'écrivais pas mal de choses. Et arrivé en mai, donc mai 2021, oui, on est en 2022 déjà, et ben ça formait quelque chose, ça formait je voyais que ça prenait une direction bizarre. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Donc j'avais un gros document avec plus d'une centaine de pages, donc sur Word, et je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Et c'est là où je me suis dit, bon bah, t'as toujours voulu sortir un livre, bah écoute, c'est l'occasion, donc on va essayer de structurer un peu tout ça, le retaper et go en fait. Et puis c'est ce que j'ai fait, donc ça m'a pris à peu près tout l'été de tout refaire, tout retaper, tout relire, relire et le structurer. Et finalement, bah, j'ai 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 vachement douté, j'avoue. Fin de l'été, je me suis dit bon, est-ce que je le sors ou pas? Parce qu'encore une fois, bah, qui suis-je pour sortir un livre? Et finalement, non, je me suis dit bah, de toute façon, je m'en fiche en fait, j'ai rien à perdre. Encore une fois, et là, j'avais vraiment tout à gagner pour le coup. Et du coup, bah, je l'ai auto-publié en septembre et il est sorti fin septembre 2021. Voilà. D'accord. Il est disponible où ton livre? Alors du coup, il est disponible sur Amazon en format e-book et format papier, donc les deux. Et au début, je voulais vraiment l'auto-publier, mais il faut savoir que, enfin l'auto-publier, je veux dire en librairie et tout, mais il faut savoir que l'auto-publication, c'est un parcours du combattant. Je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que bah faut tout faire soi-même, la couverture, la communication, enfin ça a été extrêmement chronophage. Et je voulais pas potentiellement passer par Amazon, ça me gênait un peu. Mais malheureusement, bah, c'est le service le meilleur qui existe en termes d'autopublication. Parce que vraiment, si quelqu'un veut commander un livre, je dis une bêtise, mais par exemple des États-Unis, bah, il est imprimé à l'unité et il le reçoit 3 jours après. En fait, moi, j'ai rien à faire. Donc franchement, c'est top et c'est accessible pour toutes et pour tous. Et je dis toujours que si jamais les gens ne veulent pas l'acheter sur Amazon, bah, ils peuvent toujours me contacter et moi, je l'ai en version PDF et comme ça, je leur envoie, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est aussi un moyen pour moi de me diffuser forcément. Donc, il a fallu que je fasse un choix. Donc, voilà. Mais il est disponible sur Amazon sinon. Tu as fait le choix effectivement de rendre concret ton projet et de pouvoir le Ouais, diffuser. Et puis bien évidemment, après, on a plus ou moins le choix de la distribution aussi en fonction c'est ça. de son temps libre, de son réseau. Donc voilà, effectivement, ça se comprend que tu fais la distribution que tu peux faire. Je pense que ça peut être intéressant de revenir peut-être sur l'écriture de ce livre. Si tu peux peut-être un peu redécrire les différents parcours, comment tu as évolué. Est-ce que tu l'as fait tout seul? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé dans ce cheminement? Et puis peut-être donner un peu les grandes étapes. Est-ce que tout a été facile? Est-ce qu'il y a des étapes où tu as galéré entre le moment où tu t'es dit j'ai mes anecdotes que j'ai Mhm. notées, et puis le livre sur Amazon? Il y a quand même un chemin, du moins quand on le Ouais. regarde comme ça, on se dit il y a un sacré chemin. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu toutes les étapes, et puis voilà, qui peuvent aussi aider comme ça les personnes qui écoutent, qui souhaiteraient se lancer dans ce même type d'aventure? Alors moi, ce qui m'a aidé, c'est qu'une fois que j'ai su que j'allais écrire un livre,
enfin que j'allais écrire ce livre, je me suis pas imposé, mais j'ai mis en place une forme de routine, on va dire. C'est que tous les matins, je m'astreignais à au moins écrire 1000 mots ou 2000 mots pour essayer justement d'avancer. Et ça pouvait être sur des sujets, enfin peu importe quoi. Il fallait que je le fasse. Et je me mettais et j'écrivais et je voyais où ça me menait. Et au fur et à mesure, après, j'assemblais, mais c'est hyper complexe et hyper chronophage comme processus. Donc ça m'a aidé en fait cette routine-là, de construire cette routine. Je pense que c'est assez important. Et en tant que créatif, moi, je sais que j'aime bien avoir cette routine créative aussi. Deuxièmement, ce qui m'a aidé, c'est mes proches, notamment ma mère, qui m'a énormément aidé en termes de relecture. Donc un jour, je lui ai envoyé le manuscrit et je lui ai dit, tu peux m'aider parce que là, je vais pas m'en sortir. Donc voilà, elle m'a aidé aussi en termes de relecture. Et après, ce qui m'a aidé, c'est vraiment de me un peu centrer du projet, c'est-à-dire ne pas me dire, ok, c'est toi qui as écrit ce livre, et vraiment prendre du recul pour être de la façon la plus objective possible sur le projet et essayer de voir ce que je disais n'était pas des injonctions, parce que je voulais que ça soit tout sauf un livre de développement personnel du style bon, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Non. Moi, en fait, dans le livre, ce que je dis, c'est fais ça, mais attention, moi, je l'ai fait comme ça, toi, tu le fais comme tu veux. C'est ta propre expérience. Moi, c'est ma propre expérience que je te partage. Toi, je te donne les outils, tu te l'appropries comme tu veux. Je veux pas, parce que j'ai lu énormément de livres de développement personnel, et notamment américains, et c'est vachement copié sur le modèle anglo-saxon, donc c'est en mode bon il faut que tu te lèves à 5 heures, il faut que tu fasses telle chose le matin, il faut que tu fasses ça, sinon ta journée elle est ratée. Et au début moi j'étais là, ah ouais j'ai pas fait ça, ma journée elle est ratée. Non, c'est que il faut s'approprier tous les outils, et donc en fait ce qui m'a aidé c'est de vraiment de se décentrer du projet et de se dire d'être le plus objectif possible en fait. Donc je dirais le plus objectif, créer une routine et en parler aux proches, c'est hyper important. Vraiment en parler à ses proches, en parler autour de soi. Je dis pas forcément de l'exposer aux réseaux sociaux ou quoi. Je l'ai pas fait au début, hein, et je voulais pas. C'est vraiment en parler à un cercle proche en qui on a confiance pour savoir si ce qu'on fait ou pas est bien. Et moi, je sais que ça me rassure. Oui, d'accord. Donc, du coup, vraiment, un des facteurs clés de succès, si je peux dire ça comme ça, c'est de pas faire ça tout seul. Ouais, Ça a été de trouver, voilà, après, je pense que chacun peut trouver des contacts en fonction de ce qu'il a, des sensibilités, de ce qu'il est prêt, à quel point il est prêt à s'ouvrir. Mais en tout cas, c'est de pas s'enfermer tout seul, si je comprends bien. je dirais que le conseil, et j'en parlais hier dans un podcast justement que j'ai pu faire, c'est que le meilleur conseil, et je pense que c'est maintenant qu'on peut le donner, c'est ne restez pas enfermé en fait. Et moi, je l'ai trop souvent expérimenté. Je suis resté enfermé dans certains projets, et ces projets-là, typiquement, ils ont jamais vu le jour parce qu'en fait, j'étais enfermé dedans et j'étais plus objectif, et je rentrais dans une routine et dans une monotonie qui finalement ont fait que c'est jamais sorti, parce que à la fin, je me disais bah non, c'est nul, et j'ai laissé tomber. Alors que si vous en parlez, vous avez des retours. Et même si c'est nul, justement, vous avez ces retours-là, donc vous pouvez l'améliorer. Alors que si vous vous dites c'est nul, mais que vous en parlez pas, vous allez jamais pouvoir avancer en fait. Donc je dirais que le conseil que je peux donner le meilleur, c'est d'oser. Voilà, forcément, c'est bateau, mais c'est surtout ne restez pas enfermé dans vos projets et parlez-en autour de vous. Je dis pas de l'exposer encore une fois aux réseaux sociaux, aux yeux du monde, forcément, ça viendra dans un second temps, mais l'exposer à des personnes proches en qui vous avez confiance, c'est un super outil, vraiment. Ouais, super conseil et qui me fait penser au conseil que donnent souvent les entrepreneurs expérimentés, aux jeunes entrepreneurs, qui est parler de votre idée. Vous avez l'impression de ne pas en parler, vous allez garder l'exclusivité, mais en fait, au contraire, si vous en parlez, ça va vous aider à la développer plus vite, et c'est ça qui fera que vous allez C'est avoir du ça, succès, et non pas le fait d'être tout seul à lancer la même idée, qui souvent est plus complexe qu'autre chose. Donc, c'est exactement ça. super conseil. Euh, alors tout à l'heure, tu nous parlais du fait d'être devenu étudiant entrepreneur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, du coup, sur ce passage étudiant-entrepreneur, pourquoi tu l'es devenu, et puis comment ça s'est passé? En fait, une fois que j'avais arrêté mes quelques études et que j'étais rentré vraiment dans la phase où je sais que j'allais rester, donc en communication, je me suis dit bon maintenant tu vas créer un projet, et j'étais toujours passionné par la création de projets. Enfin voilà, on a vu le parcours un peu, et j'ai découvert le statut d'étudiant entrepreneur qui est malheureusement très très peu connu en France, et je comprends pas pourquoi d'ailleurs. On est que, enfin il y a que 6 ou 7 000 étudiants, donc c'est ce qui est ridicule.
à l'échelle nationale. Et c'est un statut qui a été mis en place en 2016 par le ministère de l'Éducation. Et au final, c'est un super statut parce qu'il vous permet de combiner vos études et votre projet. Il suffit que vous ayez une idée, mais peu importe, c'est une idée, il faut pas qu'elle soit avancée, hein. Et ne pensez pas que avoir un projet, c'est créer une startup de A à Z. Ça peut être une association, ça peut être un projet podcast, ça peut être créer un film, créer une exposition, enfin j'en sais rien, ça peut prendre toute forme et pas forcément une startup. Et bref, je divague, mais mon projet c'était de créer une plateforme liée à l'audiovisuel. Et je me suis lancé un peu dans ça, un peu dans l'inconnu. Et ce statut, il est super parce que vous pouvez combiner vos études et votre projet, substituer votre stage dans vos études consacrées à votre projet, avoir des aménagements d'emploi du temps, rencontrer des experts, avoir des rendez-vous et un accompagnement personnalisé. Moi, j'avais des rendez-vous mensuels avec ma chargée d'accompagnement qui chaque mois m'appelait pour savoir où est-ce que j'en étais, est-ce que j'avais avancé, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Moi, je savais pas. Je savais pas ce que c'était un business plan, je savais pas ce que c'était une étude de marché, un pestel, je savais pas tout ce que c'était moi. Et du coup, chaque semaine, elle m'appelait, elle me dit bon Théo, la prochaine fois tu me fais ça, la prochaine fois tu me fais ça. Et au final, c'est ce que je disais, c'est des petits pas qui font que le projet avançait, avançait, avançait. Tout ça en parallèle de mes études. Et on retrouve effectivement ton conseil d'être toujours accompagné. Ben, finalement, tu avais comme ça un accompagnement qui se Ouais. faisait par ça. Et comment tu as fait pour devenir étudiant entrepreneur? Très Alors concrètement. c'est très simple. Il y a 2 commissions par an, en janvier et en juin, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il suffit d'avoir une idée, comme je dis, pas un projet, une idée. Et vous remplissez un questionnaire, en fait, un formulaire sur le site de étudiants entrepreneurs. Ça s'appelle les pépites, les pôles pépites, parce qu'on est des étudiants pépites, voilà ce qu'ils s'appellent. Il y en a 32 en France, donc il y en a dans toutes les régions. Et vous remplissez ça, et suite à ça, vous êtes appelé. Donc vous passez devant un jury de 3 personnes, vous présentez votre projet et 2 semaines après vous recevez votre réponse si vous êtes sélectionné ou pas. Franchement, il n'y a rien de plus simple et franchement pour pas être pris, faut vraiment que le jury pense que vous soyez pas motivé. Donc foncez parce que les critères sont pas exigeants. Je veux dire, vous passez pas la PACES ou des études de médecine, donc c'est très très accessible. Il suffit que vous soyez très motivé et que vous ayez une idée de projet et que vous souhaitez le monter. Et voilà, franchement, c'est très facile. Et foncez, osez. Et puis, de ce que je comprends, il n'y a rien à perdre. Au final, Non. même Juste si... une heure de C'est temps ça. avec le jury. Voilà, c'est tout. Ok. Et a priori, effectivement, sauf si voilà, le jury décerne pas perçoit pas la motivation, ça marche. Et puis dans le pire des cas, on continue comme avant, quoi. C'est ça. D'accord, donc ça vaut vraiment le coup. Et alors pour revenir sur ton parcours, on a évoqué du coup pas mal de choses. Tu nous disais en tout début d'entretien que aujourd'hui tout ça t'avait amené sur la réalisation de web-séries. Alors si j'ai bien compris, la web-série, et on échangeait avant de démarrer le podcast, c'est ton actualité d'aujourd'hui. Du coup, tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que cette web-série, puis pourquoi t'en es là aujourd'hui? C'est un projet qui date de 2 ans. Pareil, je l'ai monté pendant que j'étais étudiant, mais maintenant je veux le faire d'une façon professionnelle puisque je ne suis plus étudiant et je veux la produire concrètement. Donc je suis accompagné pour ça et c'est une série destinée au monde étudiant justement parce que j'ai trouvé que les étudiants n'étaient pas assez représentés dans l'audiovisuel français. Et donc c'est une web série avec un concept assez novateur et une diffusion en temps réel, originale, sur les réseaux sociaux, mais pas que. Et en fait, ça va être une série tournée sur le monde étudiant, comme je disais, des thématiques qui reviennent toujours assez universelles. Donc, on va aborder des sujets comme l'addiction, les troubles du comportement alimentaire, l'homosexualité, les réseaux sociaux. Voilà, ça peut paraître hyper angoissant dit comme ça, mais je vous assure que la série n'est pas que dramatique non plus. Et on va suivre 5 personnages au final. Et dans cette série, la particularité, c'est que je m'intéresse pas à une seule personne comme dans toutes les séries, il y a un personnage principal le plus souvent. C'est que là, je m'intéresse aux 5 personnages. Et en fait, on va revivre la même semaine chaque fois, mais d'un point de vue différent par un personnage. Et en fait, le mantra de la série, et je vais finir sur ça parce que je veux pas trop non plus en dévoiler, parce que ça sortira bientôt dans tous les cas, c'est que tout le monde a une histoire qui mérite d'être entendue. Et c'est vraiment ce que je souhaite porter avec cette série-là, c'est que ok, on vit en communauté, on vit en groupe et tout, on monte des choses sur les réseaux sociaux, mais finalement, quand on est tout seul chez soi et qu'on rentre et qu'on enlève notre masque, bah voilà, on est une autre personne.
Et c'est ce que je souhaite vraiment faire comprendre avec cette série-là. Et c'est un projet qui me tient vraiment à cœur pour le coup. Et alors, quel a été le déclic pour lancer ce nouveau projet de web série? Je dis nouveau, hein, parce que bien évidemment, tu étais Oui, déjà sur l'audiovisuel, mais comme tu as aussi été effectivement dans le livre, tu continues à faire du podcast, j'imagine qu'il y a eu un déclic à un moment qui a dû te ouais. lancer sur cette web série. C'était l'idée de se reconnecter déjà à l'audiovisuel parce que ça fait longtemps que j'ai pas recréé et je me suis dit ok, t'as fait le court-métrage, t'as essayé ça ça ça, maintenant tu peux faire quelque chose d'encore plus gros. Et la série elle s'est pas écrite en 2 semaines, ça fait plus d'1 an et demi que je l'écris, donc forcément bah, j'ai pu m'inspirer autour de moi, de mes proches, de moi-même surtout, de mes études, de tout et de tout mon parcours un peu atypique de mes expériences. Finalement, ça m'a donné envie d'encore plus partager et je me suis dit, bah, pourquoi pas partager et donner un petit peu de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que je reçois dans mes personnages et finalement de rendre la série universelle. Donc c'est ça aussi qui m'a poussé à écrire et maintenant je souhaite vraiment que ces personnages prennent vie. Voilà, tout simplement et voir la série prendre vie aussi. D'accord, d'accord. Bah ça va être un nouveau projet, un nouveau jalon effectivement qui démarre. Ouais, J'en profite pour dire que t'as un site hein, qui rassemble un peu tout ce que tu as fait. On a parlé de beaucoup de choses, en plus d'Amazon. Hein, on a parlé de tes podcasts, de ton livre, de tes vidéos, etc. Et tu as un site à ton nom qu'on remettra en description du podcast. Comme ça, vous pourrez regarder, vous pourrez écouter les podcasts, regarder voilà, voir de quoi parle le livre et pouvoir après le lire si ça vous intéresse et puis voir aussi toutes les vidéos qui ont été faites. Ça sera, je pense que c'est assez intéressant de voir de façon concrète voilà, ce que ça donne. Là, tu nous parles on effectivement comment parle, tu es ouais. passé à l'action, mais voilà, du cas concret. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce que tu as fait, j'imagine que on a beaucoup parlé des réalisations réussies, j'imagine que tu as aussi vécu des galères dans tout ce que tu as fait. Est-ce que tu as une ou deux galères à nous partager que tu as connues aussi dans tes différents projets ou des déceptions que tu as eues par rapport à tes différents projets? Oui, mais là en fait, j'expose toutes les réussites, mais en fait, faut savoir que toutes les réussites là que j'expose, vous les multipliez par deux et vous avez l'ensemble de mes échecs. Donc voilà, c'est ça aussi qu'on montre pas, c'est que évidemment, je vais pas poster à une story sur Instagram en mode aujourd'hui j'ai échoué, mon projet il a raté. Non, ça marche pas comme ça et malheureusement c'est tellement dommage. Et moi, je suis quelqu'un qui valorise maintenant extrêmement l'échec parce que j'en ai un que je peux citer, bah voilà comme exemple. C'est suite à l'obtention de mon statut d'étudiant entrepreneur, j'avais le projet de cette plateforme audiovisuelle. Et typiquement, bah, comme je disais, j'étais assez subjectif dans ce projet-là. Je me suis enfermé dedans et j'en parlais, mais pas forcément en bien et pas forcément de la bonne manière. Et au bout d'1 an, j'ai décidé d'arrêter. Avec ma chargée d'accompagnement, on a décidé qu'il fallait arrêter. Enfin, moi, j'ai décidé parce que j'allais pouvoir le concrétiser, mais j'avais pas la motivation et je m'étais trop enfermé en fait. Donc du coup, j'ai décidé d'abandonner. Je l'ai vécu extrêmement mal. Je l'ai vécu comme un échec puisque je suis pas allé au bout de cette entreprise-là. Et 2 mois après, je me suis dit, et j'en parle dans le livre, je me suis dit, en fait, c'est pas un échec parce que c'est une réussite et parce que j'ai appris tellement de choses en créant cette entreprise-là. Maintenant, je suis capable de faire des business plans, mais à tout va, des modèles économiques, je sais ce que c'est. Un pestel, je peux vous faire une analyse de marché. Des outils de marketing, je sais ce que c'est. Et finalement, des choses que j'aurais jamais pu apprendre parce que c'est des choses qu'on apprend par exemple dans les écoles de commerce. Et ô combien j'étais très éloigné des écoles de commerce. Donc voilà, pour moi c'était un échec. Je l'ai vécu comme un échec, mais finalement c'est une réussite. Et un autre échec que je peux citer rapidement, c'est j'ai voulu tourner un court métrage une fois pour un festival. Donc j'avais loué du matériel, etc. J'avais déposé un chèque de caution de 3 200 euros, je me rappelle. Enfin voilà, vraiment, je rentre dans les détails, mais c'est important. Et au final, ce court-métrage-là n'est jamais sorti puisque je détestais les rushs et j'ai tout supprimé le jour où j'ai tout vu, quoi. Donc voilà, tout ça pour rien, j'ai envie de dire. Mais pareil, je l'ai pas vu comme un échec puisque les courts-métrages suivants que j'ai tournés après, ben, je savais qu'il fallait pas faire les mêmes bêtises que j'avais tournées ce jour-là. Donc pareil, c'est pas des échecs, c'est plus des leçons, on va dire, que j'ai apprises et à ne pas reproduire. Voilà, tout simplement. Mais il y a beaucoup d'échecs, il faut le savoir. D'accord, effectivement, ouais, c'est vrai on voit pas souvent. Malheureusement, c'est pas souvent la partie sur laquelle Non. sont braqués les projecteurs et c'est vrai que pour les jeunes qui lancent leur premier projet, c'est souvent un peu dur de découvrir qu'en fait, effectivement, faut passer par des échecs. Ce que Ouais. tu nous dis, c'est que finalement, les échecs, c'est la meilleure façon d'apprendre. Complètement. En C'est fait, c'est une leçon de vie. À chaque fois, moi, je me prenais des gifles et ça fait mal sur le coup, vraiment, et on se remet en question.
Mais pour moi, c'est une leçon. Et en fait, ça donne envie de tout arrêter. J'avoue qu'il y a eu des périodes où j'ai arrêté pendant 2, 3 mois. Mais après, bah, ça nous pousse encore plus à vouloir faire quelque chose. Enfin, moi, je sais que personnellement, je veux pas rester sur un échec. Et c'est deux leçons de vie, vraiment. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que pour un projet réussi, moi, j'ai personnellement 3 ou 4 échecs minimum. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, pour le podcast, bah, je sais qu'avant, il y a des épisodes qui sont jamais sortis, ou alors j'ai des scénarios que j'ai jetés à la poubelle. Enfin, voilà. Il y a 3 ou 4 projets qui sont partis à la poubelle pour en créer un et qu'il y en ait un qui a vraiment vu le jour. En fait, il faut toujours vouloir faire quelque chose et toujours créer en quantité pour finalement réussir, on va dire. Ok, super intéressant. Donc un projet réussi pour 3-4 effectivement 3-4 projets Ouais, voilà. qui n'ont pas soit un échec complet, soit du moins qui n'ont pas été jusqu'au bout jusqu'à là où tu voulais quoi. Qui n'ont pas abouti, ouais. Qui n'ont pas abouti. Et alors une autre question que je me posais et que j'imagine des étudiants doivent se poser, c'est comment est-ce que tu as fait pour affronter et ta vie étudiante et la gestion de projet de front. Enfin, comment est-ce que tu as fait pour gérer de front plutôt voilà, ces deux choses-là, puisque tu as fait multiples projets, tu as une vie étudiante à côté. Comment est-ce que tu as géré du coup pour les Euh, deux? Ça, c'est une question aussi qui m'intéresse beaucoup parce que c'était hyper dur, mais l'organisation. Vraiment, là, pour le coup, il y a zéro secret. Et c'était l'organisation à fond. Si j'étais pas un minimum organisé, bah, je voyais mon travail, ça rendait pas, quoi. Et je sais que je me levais très tôt et en fait, je faisais tout en sorte de tout faire avant mes cours. Ensuite, je me concentrais sur ma journée de cours. Et après, je le faisais en rentrant un tout petit peu, mais pas beaucoup. Mais c'est-à-dire à 18 h, j'arrêtais tout et là, je vivais ma vie étudiante. Donc je sortais, j'allais faire la fête, enfin voilà. Et au final, je recommençais le matin, je travaillais sur mes projets. Peut-être que je me couchais un peu plus tôt. Par exemple, des fois, il y a des soirées où je disais bah faut que je rentre alors qu'il était que minuit. J'avais peut-être envie de rester un peu plus. Mais je sais que si je m'astreignais pas à ça, en fait, je sais que j'allais jamais pouvoir avancer. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, c'est ne pas se priver mais aussi ne pas tomber dans l'extrême de trop vouloir faire et de se dire bon bah c'est pas grave je me couche à 3 heures et puis on verra plus tard pour mon projet. Si vraiment vous voulez que votre projet avance, bah vous pouvez combiner les deux en fait et vous voyez que c'est possible. C'est-à-dire que vous travaillez un peu sur votre projet, vous passez votre vie perso aussi parce que si on n'a pas de vie perso, clairement ça peut pas marcher. Vous passez aussi votre vie perso avec vos proches, etc., vos amis. Et si vous combinez les deux, vous trouvez un juste équilibre. Trouvez l'équilibre. Voilà, c'est vraiment la phrase que je cherchais, c'est trouver un équilibre. Et une fois que j'avais trouvé cet équilibre-là, bah, tout roulait en fait. Mais il faut savoir jauger. Et pour moi, ça a pris au moins, ouais, je dirais 4-5 mois à trouver un équilibre, vraiment. D'accord, donc ouais, super important d'avoir un équilibre entre vie Ouais. pro et vie projet, entre vie perso, je veux dire, et vie projet. Et j'imagine que notamment, on parlait juste avant des échecs. J'imagine que dans ces moments où il y a des échecs, c'est d'autant plus important aussi d'avoir une vie perso qui n'a pas été, qui est toujours là, Ouais. qui n'a pas été sacrifiée pour pouvoir justement passer ces étapes le plus facilement possible. Bah parce que sinon on est totalement bah, désemparé quoi. On sait plus qui on est. Enfin si on sait, en plus on a réussi, on a échoué dans notre vie professionnelle et qu'on n'a plus de vie personnelle, non, non, ça peut clairement pas le faire et c'est pas viable. Je le souhaite pas. Et alors, tu passais combien de temps, toi, à peu près? Donc, tu disais que tu te levais tôt, c'était à peu près vers quelle heure? Et combien de temps tu passais? Alors, c'est ton équilibre à toi, mais ça, voilà, ça peut donner, du coup, des éléments. Alors bon, moi je le dis dans le livre, hein, mais faut pas forcément me prendre pour exemple. Maintenant je le fais plus, mais à l'époque je le faisais. Je me levais très tôt, donc c'est-à-dire vers 5h30. Je sais que je travaillais 2 heures. En gros, et vers 7h30, je partais en cours. Donc j'avais cours de 8h à 15h environ. Et ensuite, à 15h, je revenais, je bossais 2 heures encore. Et après, bah, j'arrêtais. Voilà, tout simplement. Mais là, c'était une époque un peu extrême, on va dire, parce que je voulais vraiment avancer dans mes projets et tout. Donc, je dis pas que c'est forcément applicable à tout le monde, parce que ça m'imposait de me coucher un peu plus tôt. Sinon, bah, j'étais mort. Mais là, maintenant, bah, je sais que j'adopte cette routine-là, mais beaucoup plus tard. C'est-à-dire que je me lève bah, beaucoup plus tard, du style 7h30. Et pareil, je bosse 2 heures. Ensuite, je travaille encore sur d'autres projets. Ensuite, je rebosse. Enfin voilà, en fait, il faut se créer une routine et pas forcément se dire il faut suivre la routine que les autres suivent. Je sais pas, parce qu'en ce moment, je vois passer sur les réseaux et ça m'insupporte cette injonction à la productivité, cette injonction à la miracle morning, etc. Ok, c'est très bien. Et pour moi, je l'ai fait, je l'explique dans le livre, je suis tombé dedans pendant un an, je l'ai faite.
la Miracle Morning pour le coup. Mais pareil, en fait, c'est des outils et il faut vous l'approprier. C'est pas donné à tout le monde de se lever à 5h30 si votre rythme de vie n'est pas comme ça. Et moi, je sais que je l'ai appris à mes dépens. Donc voilà, c'est vraiment vous approprier les outils et essayer de vous approprier votre rythme de vie. Donc si je te comprends bien, ce qui est important, c'est d'avoir une routine, et puis après, faut trouver la sienne. C'est ça, et trouver l'équilibre, toujours essayer de trouver l'équilibre. Si on voit qu'on travaille trop, peut-être lâcher un peu plus. Et moi, il y a des matins où, bah, par exemple, quand je me couchais, que j'avais trop fait la fête et que c'était pas prévu un jeudi soir et que je voyais que je m'étais couché à 2h, bien évidemment que j'allais pas mettre mon réveil à 5h30 parce que là, je sais que je signais mon arrêt de mort. Bah, je me suis dit, bon, bah, ok, t'assumes maintenant, tu vas te lever, tu vas quand même te lever pour aller en cours, tu vas assumer ta journée et puis demain, bah, tu recommenceras et puis on n'en parle plus, quoi. Voilà, il y a forcément des petites choses comme ça, mais ça fait partie de la vie. Et puis si on n'a pas d'imprévu, bah c'est pas drôle non plus. Donc voilà. Ok. Et alors, aujourd'hui, si t'avais l'opportunité de rencontrer le Théo d'il y a 5-6 ans, avant que tu lances tes projets, euh, si tu avais l'opportunité de lui donner un ou deux conseils, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est une question qu'on m'a posée dans un podcast aussi. C'est marrant. Et j'avais répondu tout autre chose enfin complètement autre chose que ce que je vais répondre là, du coup, parce que j'ai pu réfléchir. Mais je lui dirais ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps parce que je sais que j'ai beaucoup douté pendant les 2 premières années d'études où j'ai pas arrêté de bifurquer et divaguer. À me dire est-ce que tu peux faire ça, est-ce que je voudrais pas faire ça, enfin vraiment j'ai perdu 1 an et demi, vraiment. Donc ne perds pas ton temps et parle autour de toi, parle de tes projets et n'hésite pas à en parler, même si tu penses que c'est nul, n'hésite pas à en parler. Et maintenant à chaque projet, chaque petite idée que j'ai, j'en parle toujours, que ce soit à ma mère ou ma sœur ou même à mes amis, le plus souvent quand même à ma mère ou ma sœur ou à mes amis. Et et même si c'est une idée qui verra jamais le jour, ben maintenant j'ose un peu en parler. Mais c'est vraiment, je dirais, les 2 meilleurs conseils. Ne perdez pas votre temps. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. De toute façon, vous avez rien à perdre, mais vraiment rien à perdre du temps. Voilà. Mais au moins, vous l'aurez perdu d'une bonne façon, on va dire. Et parlez-en autour de vous. Parlez à vos proches. Voilà. Ok. Bah écoute, Théo, merci beaucoup. Je pense que on va finir cet entretien avec justement ces conseils qui vont, je pense, aider beaucoup de jeunes à passer de l'idée à l'action. Et Avec grand je pense plaisir. que c'est vraiment ce que t'as répété pendant le podcast de multiples fois. Je pense que t'as donné pas mal aussi de petits tips qui sont intéressants, aussi bien dans le fait d'avoir sur l'esprit de routine, mais aussi sur le fait de faire ses propres choix, ses propres éléments. Et puis tu nous as aussi beaucoup répété sur le fait de s'entourer quand on lance des projets, qui est Complètement. super C'est important. très important et je le répéterai jamais assez. Vraiment, entourez-vous. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir. Ben, merci beaucoup. Je te souhaite une super continuation dans tes projets, et que je veux dire, on remettra dans la description. Euh, et puis écoute, je te dis à bientôt. Ben, merci beaucoup en tout cas et bonne continuation également pour ce podcast. Je sais que c'est un exercice périlleux et moi j'adore ça personnellement, donc je souhaite une bonne continuation aussi. Mais merci beaucoup pour cette première invitation. Merci Théo. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Ose tes projets. N'hésitez pas à le partager autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire qui nous fera ressortir dans les classements. Si vous aussi vous avez une idée et que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez vous lancer sur widoo.com. Notre équipe est là pour vous aider. Le lien est disponible dans la description du podcast. À très vite!